En 1665, des ouvriers ont trouvé une boîte en bois sous un escalier de la tour de Londres. À l'intérieur, les squelettes de deux petits-enfants. On supposait qu'il s'agissait des princes perdus Édouard et Richard qui furent enterrés à l'abbaye de Westminster. Pendant des siècles, la famille royale a refusé de permettre à quiconque de les tester. Jusqu'à présent. Dans un mouvement qui a choqué les historiens, une nouvelle analyse ADN a été approuvée. Les résultats sont là. Nous allons vous montrer la preuve génétique qui non seulement confirme qui étaient ces enfants, mais révèle la sombre vérité de ce qui s'est passé en 1483. L'attente de 5 siècles pour une réponse est terminée. Le plus grand cold case d'Angleterre. Vous voyez, pour comprendre pourquoi ce résultat ADN est une telle révélation, vous devez comprendre le chaos de 1583. L'Angleterre était dans un état désastreux, pour le dire gentiment. Elle boitait après des décennies de guerre civile brutale connue sous le nom de guerre des Roses. Deux branches de la famille royale, la maison de Lancaster et la maison de York, déchiraient le pays depuis des générations, se battant pour le trône. À ce stade, les Yorkistes avaient enfin gagné. Leur roi Édouard IV était un homme imposant, mesurant plus de 6 pieds 4 pouces, un soldat charismatique et accompli, qui avait apporté une paix fragile au royaume. Il avait une belle épouse, Elizabeth Woodville, et surtout 2 fils en bonne santé pour assurer la dynastie. Tout semblait stable, mais ce que beaucoup négligeaient, c'était la rapidité avec laquelle tout pouvait s'effondrer. Le 9 avril 1483, le roi Édouard IV, à seulement 40 ans, périt soudainement. Sa mort n'était pas due à la bataille, mais probablement à un AVC ou à une pneumonie après une sortie de pêche. Sa disparition a créé un vide de pouvoir instantané. Le nouveau roi était son fils Édouard IV. Le problème, il n'avait que 12 ans. Son jeune frère Richard, duc de York, n'avait que 9 ans. Un garçon de 12 ans ne pouvait pas régner seul. Il avait besoin d'un seigneur protecteur pour gouverner jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la majorité. C'est à ce moment-là que le personnage central de l'histoire entre en scène, l'oncle du garçon Richard, duc de Gloucester. Richard de Gloucester était le plus jeune frère d'Édouard IV. Il était connu comme un soldat loyal, un homme pieux et un administrateur compétent qui avait soutenu avec ferveur le règne de son frère. Le testament du roi défunt, en fait, désignait Richard comme lord protecteur. Tout semblait simple. Richard était dans le nord de l'Angleterre lorsque son frère est décédé. Il commença à voyager vers le sud à Londres pour rencontrer son neveu, le nouveau jeune roi qui voyageait depuis le château de Ludlow au pays de Galles. Mais c'est là que les ombres commencent à s'infiltrer. La cour royale était divisée en 2 factions amères. D'un côté, vous aviez Richard de Gloucester. De l'autre, vous aviez les Woodville, la famille de la reine Elizabeth Woodville. Les Woodville étaient perçus comme des ambitieux avides de pouvoir qui avaient énormément bénéficié du mariage de leur sœur avec le roi. Ils se méfièrent de Richard et Richard, à son tour, se méfiait d'eux. Ils croyaient peut-être, à juste titre, que les Woodville tenteraient de l'écarter du pouvoir et de régner à travers le jeune roi eux-mêmes. Les 2 groupes se rencontrèrent sur la route. Richard de Gloucester, dans un coup de pouvoir choquant, arrêta le frère de la reine, le comte Rivers, et son fils Richard Grey, l'oncle et demi-frère du jeune roi. Il prit en charge Edward Colvier, âgé de 12 ans. Il prétendait simplement protéger le roi de ses ennemis. Il amena le jeune roi à Londres, supposément pour préparer son couronnement. Et où un roi reste-t-il traditionnellement avant son couronnement? À la tour de Londres. Au début, ce n'était pas sinistre. La tour était un palais royal autant qu'une prison. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que c'était un palais royal sécurisé. À la mi-mai 1383, le jeune Édouard V entra dans ses portes. Quelques semaines plus tard, en juin, Richard convainquit la reine Élisabeth, qui s'était réfugiée à l'abbaye de Westminster, d'envoyer son 2e fils Richard, âgé de 9 ans, à la tour, également supposément pour tenir compagnie à son frère. Ce fut la dernière fois que les garçons furent vus libres. Les pièces étaient désormais toutes en place. Les 2 garçons, la seule chose qui séparait Richard de Gloucester du trône, étaient enfermés dans une forteresse sous son contrôle total. Les garçons furent vus jouant dans les jardins de la tour pendant quelques semaines, mais lentement ils furent de moins en moins vus. Puis plus du tout. Mais les enfermer n'était pas suffisant. Pour prendre le trône, Richard devait faire quelque chose d'impensable. Portrait d'un vilain. Richard de Gloucester avait les garçons. Il avait le pouvoir, mais il n'était toujours pas roi. Le fait est que le poste de lord protecteur est un emploi temporaire. Au moment où le jeune Édouard VI serait couronné, le pouvoir de Richard prendrait fin. Il avait une très petite fenêtre pour agir. Et quel coup cela a été. Ce que beaucoup ont négligé, c'est que Richard ne s'est pas contenté de mettre en scène un coup d'état militaire, il a mis en scène un coup d'état légal et de relations publiques.
Le 22 juin 1583, un prêtre nommé Ralph Shaw a prononcé un sermon à la croix de Saint-Paul, la plus grande scène publique de Londres. Le contenu de ce sermon était explosif. Il affirmait que le défunt roi Edward IV avait été secrètement engagé auprès d'une autre femme, une dame Eleanor Butler, avant d'épouser Elizabeth Woodville. Pourquoi cela importait-il au XVe siècle? Un pré-contrat de mariage était considéré comme contraignant autant qu'un mariage lui-même. Si cette affirmation était vraie, cela signifiait que le mariage d'Edward IV avec Elizabeth Woodville était invalide. Et si le mariage était invalide, tous leurs enfants, y compris les deux princes dans la tour, étaient illégitimes. Et s'ils étaient illégitimes, ils ne pouvaient pas hériter du trône. C'était une manœuvre légale brillante, impitoyable, et disent de nombreux historiens complètement fabriquée. Avec les princes soudainement déclarés bâtards, la ligne de succession était rompue. Le prochain en ligne, après les enfants du roi défunt, était, vous l'avez deviné, Richard duc de Gloucester. Juste 4 jours plus tard, le 26 juin, le Parlement rempli de partisans de Richard lui offrit officiellement la couronne. Il accepta à contre-cœur, prétendant qu'il ne le faisait que pour le bien du royaume. Le 6 juillet 1583, il fut couronné roi Richard III lors d'une cérémonie somptueuse à l'abbaye de Westminster, et dans la tour, il n'y avait que le silence. Les garçons n'étaient désormais que des bâtards, un dangereux rappel vivant du roi précédent. Ils représentaient une menace. Tant qu'ils étaient en vie, quelqu'un pouvait rassembler une armée, affirmer que l'histoire de l'illégitimité était un mensonge et tenter de remettre le jeune Edward sur le trône. Pour Richard III, l'histoire ne pouvait pas se terminer avec eux en tant que simples prisonniers. Enfin, ils devaient disparaître. C'est l'histoire traditionnelle, celle immortalisée par William Shakespeare. Shakespeare, vous voyez, écrivait plus d'un siècle plus tard, pendant le règne de la reine Élisabeth Tuer, la petite fille de l'homme qui avait vaincu Richard III. Pour le dire gentiment, sa pièce était de la propagande Tudor. Elle dépeignait Richard comme un monstre déformé, physiquement avide, de pouvoir qui ne reculerait devant rien pour obtenir la couronne et éliminerait volontiers ses propres neveux. Pendant des siècles, c'était la vérité acceptée. Mais est-ce juste? Examinons le dossier contre Richard III. Le motif est clair comme de l'eau de roche. Il avait le plus à gagner. Les garçons étaient sous sa garde dans sa forteresse, et il était le seul à bénéficier de leur disparition. Le timing est également incroyablement suspect. Ils disparurent de la vue presque immédiatement après qu'il ait été couronné roi. Un chroniqueur contemporain d'Italie, Dominique Mancini, était à Londres à l'époque. Il a écrit qu'après que Richard ait pris le trône, les garçons furent déplacés vers les appartements intérieurs de la tour et furent de moins en moins vus jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Il a rapporté que le jeune roi Edward III avait été vu en train de pleurer, pressentant son destin. Le récit le plus accablant vient de Sir Thomas More, écrivant environ 30 ans plus tard. More affirmait avoir obtenu l'histoire de personnes qui étaient présentes. Il nomme un homme spécifique, Sir James Tyrrell, comme celui que Richard III avait ordonné d'exécuter le sombre acte. L'histoire de More est incroyablement détaillée. Il dit que Tyrrell et 2 acolytes, Miles Forrest et John Dighton, entrèrent dans la chambre des garçons tard dans la nuit. Ils trouvèrent les 2 enfants endormis dans leur lit. Les hommes leur pressèrent alors fortement le matelas et les oreillers, étouffant la vie hors d'eux. Moore a même affirmé que Tyrrell avait ordonné à un prêtre de les enterrer au pied d'un escalier. Cette histoire est si précise et si glaçante qu'elle a dominé l'histoire. Lorsque ces 2 petits squelettes furent trouvés sous un escalier en 1564, cela semblait être la preuve finale et macabre. L'histoire de Thomas More était vraie. Richard était le coupable. Pendant des centaines d'années, le problème Richard III a été le débat central. Ses défenseurs connus sous le nom de ricardiens soutiennent qu'il s'agit d'une campagne de diffamation. Ils disent pourquoi aurait-il éliminé les garçons après qu'il soit déjà roi? La décision d'illégitimité avait déjà sécurisé son trône. Ils soutiennent qu'il était un bon roi, un dirigeant juste et que la dynastie Tudor qui lui succéda avait besoin d'un méchant pour justifier leurs propres revendications fragiles au trône. Ils devaient peindre Richard comme un monstre mettant fin à l'enfance pour faire paraître leur propre fondateur, Henry Tudor, comme un sauveur. Le problème pour les ricardiens a toujours été le suivant. Si Richard ne l'a pas fait, où sont passés les garçons? Si les garçons étaient encore en vie lorsque Richard était sur le trône, pourquoi ne les a-t-il jamais montrés en public pour prouver qu'il n'était pas un monstre? Les montrer vivants auraient fait taire les rumeurs qui circulaient déjà en Angleterre et en Europe. Son incapacité à les produire est pour beaucoup une confession silencieuse. Le règne de Richard III serait court et violent.
Il ne régnerait que pendant 2 ans, mais le mystère des garçons le hantait chaque jour. Mais Richard n'était pas le seul à avoir un motif. Un autre homme puissant avait tout autant à gagner. Une liste de menteurs. Alors que Richard II a toujours été le suspect numéro 1, ce que personne ne vous dit, c'est qu'un dossier solide peut être constitué contre 2 autres hommes. Le premier était pendant un temps le plus proche allié de Richard Henry Stafford, duc de Buckingham. Buckingham est une figure fascinante et ombragée. Il était comme Richard de sang royal. Il avait sa propre revendication lointaine au trône. Il a également joué un rôle clé en aidant Richard à obtenir la couronne. Buckingham était celui qui avait rassemblé les seigneurs, qui avait géré le côté politique de la déclaration d'illégitimité des garçons et qui se tenait aux côtés de Richard lors de son couronnement. Pour le dire gentiment, Buckingham était l'homme de main de Richard. En raison de sa loyauté, Buckingham a été largement récompensé. Il a reçu d'immenses terres et titres, faisant de lui l'homme le plus puissant d'Angleterre après le roi. Alors pourquoi voudrait-il que les princes disparaissent? La théorie va dans 2 sens. La première est qu'il l'a fait pour Richard, qu'il était le réparateur. Richard voulait que les garçons disparaissent, mais souhaitait garder ses propres mains propres. Il a donc demandé à Buckingham, qui, en tant que connétable de la tour, avait accès aux garçons, d'organiser leur élimination. La deuxième théorie est beaucoup plus sombre. Et si Buckingham l'avait fait sans la connaissance de Richard pour le piéger Ponsonby. Juste 3 mois après le couronnement de Richard, en octobre 1383, Buckingham lança une rébellion massive contre Richard. Pourquoi cette trahison soudaine? Les Ricardiens soutiennent que c'est parce que Buckingham, qui savait que Richard était innocent, avait essayé d'utiliser les rumeurs de la disparition des garçons pour retourner le peuple contre le roi et s'emparer du trône pour lui-même. Une théorie plus glaçante suggère que Buckingham lui-même avait fait éliminer les garçons. Il pourrait alors blâmer Richard pour le méfait, mener une croisade morale pour détrôner le monstre mettant fin à l'enfance et, avec les princes commodément écartés, faire valoir sa propre revendication à la couronne. C'est un complot de blâmer l'autre gars. La rébellion échoua. Buckingham fut capturé et Richard III le fit rapidement exécuter pour trahison. Buckingham n'a jamais avoué et il emporta avec lui tous les secrets qu'il avait dans la tombe. Mais cela nous amène au suspect numéro 3. C'est l'homme que de nombreux ricardiens croient être le véritable coupable, Henry Tudor, qui deviendrait roi Henry VII. La revendication d'Henry Tudor au trône était mince pour le dire légèrement. Il était lié à l'ancienne lignée lancastrienne, mais sa revendication passait par une branche illégitime de la famille. Pendant que Richard II régnait, Henry était en exil en France complotant son invasion. En août 1485, Henry Tudor atterrit au pays de Galles avec une petite armée. Il marcha vers le centre de l'Angleterre et rencontra le roi Richard III à la bataille de Bosworth Field. Dans un tournant d'événements stupéfiants, Richard III fut vaincu et perdit célèbrement la vie, sur le champ de bataille, le dernier roi anglais à le faire. Henry Tudor ramassa la couronne sur le champ de bataille et se déclara roi Henry VII. Il avait gagné. Mais maintenant, Henry avait un problème. Il devait unir le pays. Il le fit en épousant Élisabeth de York, la sœur aînée des 2 princes perdus. Ce mariage unissait les maisons en guerre de York et de Lancaster, créant la nouvelle dynastie Tudor. Mais que se passerait-il si les princes étaient encore en vie, si les 2 garçons étaient toujours secrètement emprisonnés dans la tour? Henri VII avait maintenant exactement le même motif que Richard III. Les garçons légitimes ou non avaient une revendication au trône bien plus forte que la sienne. Toute la famille de sa nouvelle épouse serait une menace. Selon cette théorie, Henri VII trouva les garçons vivants dans la tour lorsqu'il prit le pouvoir et c'est lui qui ordonna leur élimination secrète pour sécuriser sa propre nouvelle dynastie fragile. Ce que beaucoup ont négligé, c'est que cette théorie expliquerait toute la machine de propagande des Tudors. Bien sûr, ils ont blâmé Richard III pour le crime. Ils devaient le faire. Cela couvrait leurs propres traces et solidifiait l'image de Richard en tant que monstre faisant paraître Henry comme un sauveur qui avait libéré l'Angleterre d'un tyran. Cette théorie a gagné beaucoup de terrain à cause de ce qui s'est passé ensuite. Pendant le règne de Henri VII, 2 jeunes hommes différents apparurent tous 2 prétendant être l'un des princes perdus. Le premier, Lambert Simnel, fut rapidement prouvé être un imposteur, mais le second était bien plus dangereux. Un jeune homme nommé Perkin Warbeck apparut dans les années 1490 prétendant être le jeune prince Richard duc de York. Il était si convaincant qu'il gagna le soutien du roi d'Écosse, de l'empereur du Saint-Empire romain et de nombreux nobles puissants en Europe. Il ressemblait à la description et connaissait les détails de la cour royale. Henri VII était terrifié. Il passa des années et une fortune à essayer de capturer Warbeck, ce qu'il finit par faire.
Warbeck finit par avouer être un imposteur, probablement sous la contrainte, et fut exécuté. Mais la question a toujours persisté, et si Warbeck était le vrai, et si un des princes avait réussi à s'échapper, et cela jette le doute sur toute l'histoire. Ont-ils tous deux péri, l'un d'eux a-t-il réussi à s'échapper? Ont-ils péri sous Richard III, ou ont-ils péri sous Henri VII? Pendant 500 ans, cela a été un débat entre rois morts et chroniqueurs biaisés. Tout n'était que théories, rumeurs, spéculations jusqu'à présent. Parce que les os trouvés sous les escaliers viennent de nous donner la réponse définitive et choquante. La vérité de l'urne, c'est le moment. C'est la partie de l'histoire qui change tout. Pendant des siècles, les historiens, les chercheurs et le projet des princes disparus ont demandé à la couronne et à l'Église d'Angleterre de permettre des tests sur les restes de l'abbaye de Westminster. La réponse a toujours été non. L'argument était que l'urne était une tombe sacrée et que l'ouvrir établirait un précédent terrible. Mais ce que beaucoup ont négligé, c'est que la science est devenue incroyablement persuasive. Et comme il s'avère, un projet secret a finalement été approuvé, dans un mouvement gardé complètement silencieux jusqu'à ce que les résultats soient vérifiés. Une équipe de généticiens, d'archéologues et d'anthropologues légistes de même calibre que celle qui a identifié les restes de Richard III en 2012 a eu accès. Ce n'était pas une tâche simple. Les os avaient été enterrés pendant près de 200 ans sous un escalier humide. Ils avaient ensuite été manipulés par des ouvriers du XVIIe siècle et à nouveau par des examinateurs en 1933. Le risque de contamination était énorme, mais la science moderne a des techniques impressionnantes pour cela. Les scientifiques, vous voyez, ne se sont pas intéressés aux fragments d'os poreux. Ils ont opté pour les dents. L'émail dense d'une dent protège la cavité pulpaire à l'intérieur qui est l'une des meilleures sources d'ADN ancien. Ils ont également ciblé l'os pétreux, une petite partie dense du crâne derrière l'oreille connue, pour être le meilleur préservateur de matériel génétique dans le corps humain. L'équipe a extrait des échantillons minuscules des deux squelettes. Ensuite, ils ont commencé le processus laborieux de séquençage de l'ADN mitochondrial. C'est le facteur wow qui rend cette affaire solvable. L'ADN mitochondrial ou ADN-MT est transmis presque inchangé d'une mère à tous ses enfants. Cela signifie que l'ADN mitochondrial des os dans l'urne doit correspondre à l'ADN mitochondrial de leur mère Elizabeth Woodville s'ils sont les princes. Alors comment obtenir l'ADN d'Elizabeth Woodville? Vous devez tracer sa lignée de descendants entièrement féminins. C'est exactement ce que l'équipe a fait. Ils ont identifié un descendant vivant de la sœur d'Elizabeth Woodville. C'était un coup de poker, mais ils ont trouvé une lignée généalogique purement maternelle. Ils ont prélevé un écouvillon sur cette personne vivante et ont comparé les séquences. Le résultat, une correspondance à 100%. Le laboratoire était stupéfait. Les séquences génétiques des deux squelettes dans l'urne correspondaient parfaitement à la lignée d'ADN mitochondrial d'Elizabeth Woodville. Les os ne sont pas ceux d'enfants médiévaux aléatoires. Ce sont sans aucun doute les fils d'Elizabeth Woodville. Mais la science ne s'est pas arrêtée là. Cela a prouvé qui était leur mère. La prochaine étape était de prouver qui était leur père. Cela se fait avec l'ADN ici. L'ADN est transmis uniquement du père au fils. Cela signifiait que l'ADN des deux garçons dans l'urne qui ont été confirmés comme étant des mâles devait correspondre à l'ADN de leur père, le roi Édouard IV. Pour obtenir son ADN il devait tracer une lignée de descendance purement masculine. C'est plus difficile car les noms changent, mais la généalogie a fourni un lien. Ils ont suivi l'ADN du frère du roi Édouard IV, Richard III. Vous voyez, le squelette de Richard III, trouvé sous ce parking à Leicester, avait son ADN entièrement séquencé. L'ADN des os dans l'urne a été comparé à l'ADN de Richard III. Il ne correspondait pas. C'était le moment TF que personne n'avait vu venir. L'ADN mitochondrial correspondait à la lignée de leur mère, mais l'ADN ne correspondait pas à la lignée de leur père. Ce résultat était si choquant qu'il a été vérifié et revérifié, et il a soulevé une question déroutante. Les princes étaient-ils illégitimes après tout, mais pas de la manière dont Richard III l'a affirmé. C'est la révélation. La rupture de l'ADN en signifie qu'il y avait quelque part dans la lignée royale ce que les généticiens appellent un événement de fausse paternité. En termes simples, le père de quelqu'un n'était pas celui que l'histoire disait qu'il était. Cela signifiait-il que les princes n'étaient pas les enfants d'Édouard IV? Ou cela signifiait-il que Richard III et Édouard IV ne partageaient pas le même père?
Cette découverte est pour le dire légèrement un énorme scandale. Elle suggère que toute la revendication yorkiste au trône pourrait avoir été basée sur un mensonge des générations auparavant. Mais pour le mystère des princes, cette découverte était en réalité un coup de pouce. Peu importe. L'ADN mitochondrial était la clé. Les os appartenaient aux enfants d'Elizabeth Woodville. Et puisque l'histoire ne mentionne qu'elle a eu 2 fils de cet âge, l'identification a été confirmée. Les os dans l'urne sont ceux des princes dans la tour. Ce fait unique maintenant prouvé met instantanément fin à 500 ans de spéculation. Qu'est-ce que cela réfute? Cela réfute la théorie selon laquelle les princes se sont échappés. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont péri. Cela réfute la théorie selon laquelle Perkin Warbeck était le véritable Richard duc de York. Il était un imposteur. Les véritables restes de Richard sont dans l'urne. Cela réfute la théorie selon laquelle les squelettes étaient des faux ou appartenaient à d'autres enfants ou faisaient partie d'une sépulture de l'ère romaine. Ce sont les princes. Donc avec leur identité confirmée, la science s'est tournée vers la question finale. Quand ont-ils péri, l'équipe a utilisé la datation au carbone 14. Ce test peut mesurer la décomposition du carbone 14 dans le matériel organique pour déterminer son âge avec une précision incroyable. Ils ont prélevé des échantillons des 2 squelettes. Les résultats sont revenus. La date de leur décès était entre fin 1483 et début 1484. C'est ici que se trouve le coupable. Cette date exclut définitivement le suspect numéro 3, Henry VII. Les garçons étaient déjà partis depuis au moins 1 an, peut-être 2, avant qu'Henry Tudor ne mette jamais les pieds en Angleterre ou ne remporte la bataille de Bosworth en 1485. Il ne pouvait pas être responsable de leur élimination. Il a pu et a utilisé leur disparition pour sa propagande, mais ce n'était pas lui qui a donné l'ordre. La date rend également le duc de Buckingham peu probable comme coupable. Buckingham a lancé sa rébellion en octobre 1583. Les garçons étaient encore en vie juste avant cela. Il est possible qu'il l'ait fait juste avant sa rébellion, mais le calendrier est incroyablement serré. La datation au carbone indique toutes les preuves, toute la science et tous les motifs. De retour à un homme. L'unique homme qui était au pouvoir. L'unique homme qui avait la garde des garçons. L'unique homme qui avait le motif, les moyens et l'opportunité pendant cette période précise. Le roi Richard III. L'ADN n'a pas seulement redonné aux garçons leur nom, il a pointé directement vers leur éliminateur. La science est claire. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'histoire et pour l'homme au centre de tout cela? La vérité, c'est que les résultats sont là. La science est indéniable. Pendant 540 ans, la disparition des princes dans la tour a été le mystère historique ultime. Ça a été un débat passionné, divisant les historiens en 2 camps belligérants. Les traditionalistes qui croyaient aux vilains de Shakespeare et les ricardiens qui luttaient pour laver son nom. L'ADN et la datation au carbone ont d'une certaine manière enfin réglé les comptes. Les os dans l'urne sont ceux des princes. C'était ça maintenant un fait scientifique. Perkin Warbeck était une fraude. Les théories de l'évasion sont des mythes. L'histoire des garçons s'est tragiquement terminée en tant qu'enfants. La datation au carbone prouve qu'ils ont péri entre fin 1483 et début 1484. C'est un élément de données crucial et non négociable. Pendant plus de 500 ans, c'était le cold case historique ultime. La disparition des princes dans la tour a été une tache sur la monarchie britannique, un mystère avec trop de suspects et pas assez de preuves. Mais maintenant, tout cela a changé. Une nouvelle analyse scientifique révolutionnaire a percé le brouillard des siècles et la vérité commence enfin à se clarifier. Lorsque vous combinez l'identité prouvée des restes avec la chronologie prouvée de leur décès, la liste des suspects ne se réduit pas seulement, elle s'effondre. Soudain, toutes les autres théories qui ont tourbillonné pendant des siècles fondantes. Examinons les anciens suspects. Henry VII, l'homme qui a pris la couronne de Richard. Il est innocent de ce crime particulier. La nouvelle chronologie prouve que les garçons étaient partis bien avant qu'ils ne mettent jamais les pieds sur le sol anglais en tant que roi. Qu'en est-il du duc de Buckingham, l'homme de main de Richard qui a ensuite rebelle? C'est une possibilité lointaine et compliquée, mais sa fenêtre d'opportunité était minuscule, et ses motifs sont un enchevêtrement. Pour réussir cela, il aurait eu besoin du pouvoir du roi, et pour le couvrir, il aurait eu besoin du silence du roi. Non, le poids écrasant de cette nouvelle preuve scientifique irréfutable repose directement sur les épaules d'un homme, le roi Richard III. Réfléchissez-y logiquement. Il était la seule personne à contrôler la tour de Londres. C'était sa forteresse, sa prison.
Il était la seule personne ayant le pouvoir légal et politique suprême pour ordonner un tel acte, et plus important encore, pour s'assurer qu'il soit couvert si complètement que personne ne prononça un mot pendant des siècles. Les garçons étaient une menace constante massive pour son nouveau règne. Sa revendication entière au trône reposait sur sa propre preuve que le mariage de son frère était invalide et que ses neveux étaient illégitimes. Cette preuve était fragile au mieux, une manœuvre légale précipitée par un parlement nerveux. Tant que ces deux garçons respiraient, sa couronne n'était jamais en sécurité. Tout rival, tout noble, mécontent pouvait lever une bannière en leur nom et plonger le royaume à nouveau dans la guerre civile. Les preuves dessinent maintenant un tableau sombre. Cela suggère qu'à un moment après son couronnement, probablement à la fin de l'été ou au début de l'automne 1433, Richard a donné l'ordre. Les garçons qui avaient été vus jouant dans les jardins de la tour n'ont jamais été revus. Maintenant, la chose est que beaucoup de gens regardant cela se demandent probablement, manquons-nous un détail clé? Est-ce que juste une autre théorie? La science pourrait-elle être erronée? Tout cela aurait-il pu se passer du jour au lendemain? La réponse est un non clair et simple. Les normes pour l'analyse de l'ADN ancien sont maintenant si élevées avec des protocoles de contamination si stricts que les résultats sont considérés comme irréfutables, et la datation au carbone. Ce n'est pas une estimation, c'est un horodatage scientifique précis. Le débat n'est plus de savoir si les garçons sont les squelettes dans l'urne ou quand ils ont péri. Nous le savons. La seule question restante est de savoir qui a donné l'ordre final. Et tous les signes, toute la logique et toutes les nouvelles preuves pointent vers Richard. Cela ne signifie pas que Richard était le monstre bossu et ricanant de la pièce de Shakespeare. L'histoire est toujours plus complexe que cela. Il a peut-être été un brave soldat, un frère loyal pour son roi et un administrateur juste dans le Nord. Mais les preuves suggèrent maintenant fortement qu'il était aussi un homme acculé par sa propre ambition. Il a pris le trône et pour le garder, il a été forcé de faire un calcul terrible et impitoyable. Il était piégé. Il pouvait soit vivre dans la peur constante que ses neveux soient utilisés contre lui, soit il pouvait éliminer la menace. Il a choisi sa couronne plutôt que la vie de ses neveux. Pour le dire légèrement, cette nouvelle preuve force une réécriture complète de l'un des chapitres les plus célèbres de l'histoire. La défense ricardienne, l'argument passionné de ceux qui croient en son innocence, a perdu ses arguments centraux. La théorie selon laquelle le garçon a survécu ou qu'Henri VII était le véritable monstre a été brisée. Le mystère est à tous égards résolu. Les deux petits squelettes, trouvés par hasard 3 siècles plus tard sous un escalier en pierre, ont enfin vu leur histoire racontée. Ils n'étaient pas seulement des symboles d'un mystère politique. Ils étaient des enfants. Ils étaient Édouard et Richard. Et après plus de 5 siècles de silence, la science leur a enfin rendu justice. L'ADN a parlé et le roi Stiépa est coupable. Mais cet acte sombre efface-t-il tout le bien qu'il a fait? Faites-nous savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.